La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Café Philo, bienvenue à ce Café de l'Esprit, ce café qui sera pour le coup très laboratoriaux, très art contemporain, très musée du point de vue. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous allons ouvrir le bal avec l'hymne national de la République d'Haïti. Je vous demanderai de bien vouloir vous mettre debout. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci beaucoup. Les choses prennent de la valeur, deviennent des objets esthétiques, des instances de valeur lorsqu'elles sont fétichisées. Mesdames et messieurs, nous allons apprécier ensemble la chanson fétiche de Café Philo, Mon espagnol, il est ce qu'il est, Hasta siempre, comandante, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà la chanson fétiche de Café Philo. Et maintenant, la place à l'image, la place au montage, fait par Gaël Jean-Baptiste et solo, mais j'ose l'appeler comme ça, c'est son petit nom affectif. Et nous allons regarder cette petite projection. Mesdames et messieurs, voici une idée sur le travail de l'invité de droite, Jean-Daniel Berklaz. L'invité de droite, il va vous dire, hein, c'est une histoire compliquée qui aurait dû être peinte, qui était peintre, mais il y a eu des accidents par le feu. Et si l'invité de droite est là, c'est parce que l'invité de gauche est là. Et l'invité de gauche, elle est sarde. Elle vient de la Sardaigne. Elle revendique énormément ses racines italiennes. Et cette invitée de droite est également, ça c'est un chapeau qu'elle a à côté, qu'elle peut sortir de temps en temps. Elle est également l'épouse de l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchow, qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps au Café Philo. Alors, qui est Sylvana Moïse Virchow? Il faut absolument dire le Moïse, ou Moïse, on comprendra pourquoi. Je suis sûr que j'ai raté Moïse ou Moïse, mais attention, elle va me rappeler à l'ordre. Je sais qu'elle a le tempérament suffisamment fort pour ça. En tout cas, madame est habitée par les arts, madame est hantée, et ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé l'année de ma naissance, en 1992. Madame va voyager avec son mari ambassadeur. Madame va en amont ouvrir une galerie d'art à Genève. Ensuite, ça part en Afrique, ça part au Burkina Faso, où elle va lancer le projet Zaka. Zaka, au vent, à Palabre. Ensuite, ça va bouger. Madame sera au Mali. Si je me trompe, tu me rappelleras à l'ordre. Madame sera au Mali pour lancer le bureau, qui sera un centre culturel. Et ensuite, ça va se passer au Bénin, où Madame va lancer le laboratorio. Laboratorio pour faire un clin d'œil à ses racines italiennes. Laboratorio parce que les mots sont des instances esthétiques. Le mot est beau, le mot est joli. Le laboratorio, art contemporain au pluriel. Et c'est dans la logique de l'installation du laboratorio en Haïti que Sylvana Moïse Virchow a invité l'artiste Jean-Daniel Berklaz, qui lui est dans le point de vue. Il lance un musée du point de vue. Pourquoi le point de vue? C'est parce que ce musée est indestructible. Voici la seule chose qui peut échapper
aux aléas de la nature, aux impondérables de l'existence. Mesdames et messieurs, je suis trop bavard. Permettez que je lance les hostilités conversationnelles avec mes deux invités. Je voudrais demander déjà à Madame Moïse Virchow ce qu'elle comprend par ses racines familiales déjà. J'ai failli oublier un mot que j'adore. Hein. La famille de Madame Virchow, ils sont des capilliculteurs. C'est magnifique. Je suis un maniaque des mots. Capilliculteurs pour dire que ces gens-là étaient dans la coiffure. Ce sont des coiffeurs. Voilà, ils étaient des coiffeurs. Madame Virchow, bonsoir. Bienvenue à Café Philo. Et que faites-vous en Haïti, vous, descendante de capilliculteurs? Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher public. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Je vois que le public est jeune, attentif, et j'ai entendu qu'il était impertinent. On verra par la suite. J'espère avoir plus de chance que mon mari et que les micros sont bien ouverts ce soir. Enfin, D'Angelo, merci pour l'invitation. Depuis 92, effectivement, Laboratorio est en voyage. J'ai quitté la Suisse alors qu'il n'est pas mon pays natal, mais qui est mon pays d'accueil. Je suis une émigrée deuxième génération, ce qu'on appelle. Donc, à ma plus tendre enfance, j'ai été élevée à Genève. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, j'avais déjà une galerie d'art contemporain qui s'appelait No to No. Et cette galerie m'a amenée à rencontrer mon époux qui était déjà dans la diplomatie et qui faisait tous les week-ends un voyage de Rome pour venir voir les expositions. C'est des jolies histoires d'amour. Enfin, ça m'a envoyé au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et donc, quand j'entends la chanson fétiche du Café Philo, je suis très heureuse et très émue parce que c'était quand même le pays de Sankara. Et j'ai eu la chance vraiment d'être arrivée en Afrique de l'Ouest par cette porte-là et dans ce pays-là. Et j'ai vécu plus de 8 ans au Burkina Faso avant de partir au Mali. Et là, je suis devenue médiatrice interculturelle. J'ai repris des études pour pouvoir être encore plus performante, pour accompagner les artistes de part et d'autre et les gens de culture en général, pour pouvoir échanger, interchanger, se reconnaître l'autre et travailler ensemble, toujours par cette voie-là. Merci Sylvana, mais tu es en Haïti pour lancer donc le laboratorio, on va en parler, on va vous dire comment ça va fonctionner ce laboratorio, mais Sylvana Moïse Virchow a également invité un certain Jean-Daniel Berclaz. Certains disent Bercla, mais allez-y, Berclaz ou Bercla, si le bonheur est là, allez-y comme vous le sentez. Mais ce monsieur que voici vient du pays du chocolat, ça s'appelle Neuchâtel. Alors vous, monsieur fils du chocolat, que faites-vous en Haïti ? Ben moi, je suis les parcours, par hasard, de Sylvana, que j'ai rencontré en Belgique en 2009. Et nous avions toujours parlé d'un projet, de faire un projet ensemble. À l'époque, il ne s'agissait pas de Haïti. À l'époque, il s'agissait de Cotonou. Enfin, on a mis Haïti en priorité parce qu'entre deux, on s'est recroisés et Haïti est arrivé. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être là. C'est une surprise énorme pour moi. Et je pense que c'est le plus long parcours en kilomètres que le musée du Point de Vue ait pu faire jusqu'à présent. Ah bah ouais. C'est un musée nomade qui a beaucoup voyagé, mais je crois qu'il n'a encore jamais été si loin. Ouais. Alors Sylvana, c'est Laboratorio art contemporain. On va garder la molécule Laboratorio pour tout à l'heure. Mais déjà, par le concept art contemporain, qu'est-ce que tu mets dans cette grande valise? Alors, je viens d'un mouvement en Occident où, en fin de compte, on sépare tout et on met des barrières entre les artisans, les musiciens, les plasticiens, les écrivains. Et on a vraiment, surtout dans les années 80, c'était très, très cloisonné. Et mon plus grand plaisir et ce que j'aime le plus faire, et je crois que je sais mieux faire, c'est décloisonner. Et de mettre tous les artistes et toutes les cultures et tous les médias ensemble pour qu'on puisse parler largement d'art et de culture. Donc les arts au pluriel, c'est les arts de la scène, ce sont tous les arts vivants, ce sont la littérature, ce sont la musique et tout ce qu'on peut parler d'art. Ouais. Alors Jean-Daniel... Je voulais juste donner pour Jean-Daniel. Oui. Allez, vas-y. C'est
l'idée d'inviter Jean-Daniel pour l'ouverture de Laboratorio en Haïti, c'est parce que depuis 2 ans, mon époux étant là, je viens régulièrement. Et j'ai trouvé que la situation en Haïti, comme on le sait tous, n'est pas facile, mais j'ai trouvé des gens debout. J'ai trouvé des gens avec une telle énergie et je trouvais que l'art conceptuel n'est pas assez amené de l'étranger, de l'ailleurs. Et en retrouvant Jean-Daniel avec son humour, avec cette posture et ce point de vue, je trouvais que c'était l'invité idéal pour ouvrir les portes de Laboratorio Art Contemporain en Haïti. Alors, je sens que mon public se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce musée du point de vue? On n'en est pas encore là. Je vais d'abord demander à Jean-Daniel, à son avis, quand est-ce qu'un artiste n'est pas contemporain? Quand il a perdu son point de vue. Ah ben voilà. C'est une réponse très élégante. Ouais. Comme on est dans le point de vue, Jean-Daniel, là, c'est le moment de délivrer la marchandise. Qu'est-ce que ton musée du point de vue? Déjà, la question répond à la première question que tu as posée. Parce que, en fait, quand on parle d'art, on parle de point de vue. C'est-à-dire qu'un artiste, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de cumuler ou de réfléchir à ses points de vue. Et c'est la question même artistique est elle-même un propre point de vue. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que chaque artiste essaye de manière artisanale ou de manière de manufacturer des objets pour démontrer à son public ses points de vue qu'il a recherchés. Et moi, j'essaye de faire un musée du point de vue. Ça veut dire recenser, comme dans un musée, un directeur s'appelle le conservateur. Pourquoi? C'est parce qu'il conserve les œuvres, il conserve l'histoire. Et un musée, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme bunker qui protège les œuvres, c'est-à-dire où la température est régulée, où les murs sont très solides, ça doit résister au temps. Et donc les œuvres sont stockées dans un musée, et le directeur du musée est celui qui gère la conservation de ces œuvres-là. Donc quand on est artiste, on fabrique justement des produits pour les musées. Et je me suis dit que c'était intéressant parce que ça n'existe pas encore un musée de point de vue. C'est-à-dire un musée qui n'a plus besoin de murs et qui n'a plus besoin d'œuvres puisqu'il ne récupère que les points de vue. Ouais. Mais comment procède-t-il pour récupérer les points de vue? Quel est le modus operandi? C'est-à-dire qu'on se repose la question, comme tu as très bien précisé tout à l'heure que je suis d'origine de la peinture. Oui, effectivement, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Et même si je viens du pays du chocolat, ça fait 40 ans que je vis à l'étranger. Mais bon, un étranger très proche. Hein. J'ai jamais habité dans des pays qui ne touchent pas la Suisse d'une manière ou d'une autre. Je reste un frontalier quelque part. Mais j'ai fait les Beaux-Arts à Paris en tant que peintre et j'ai longtemps travaillé la peinture. Et la peinture était pour moi une ressource vitale, mais en même temps, je faisais aussi du théâtre, j'ai même écrit, je faisais aussi un peu de mise en scène. Donc tous ces arts physiques et ces arts de la performance étaient pour moi faisaient partie de ma vie. Et ce qui paraissait intéressant, tant de rapport par exemple entre un chanteur, il fait du vent, c'est-à-dire qu'il chante et tout a disparu. On ne peut même pas le toucher, son travail. On peut juste l'entendre à ce moment précis. Un metteur en scène, il fait un acte qui aura lieu sur une scène qui va disparaître. Il y aura un décor qui, lui, va être détruit après le spectacle. Et un plasticien, il fabrique des objets dont il doit avoir des garanties décennales pour les musées. C'est-à-dire où le matériau doit être de qualité, où on ne peut pas jouer avec justement le phénomène complètement éphémère. Et moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai exposé beaucoup au Canada, à New York et un peu dans toute l'Europe, de ces œuvres plastiques-là. Et un jour, mon atelier a brûlé. Pour des raisons toutes bêtes, c'est la foudre qui a tapé le système électrique. Enfin, toujours est-il que j'ai perdu 10 ans de mémoire d'art plastique. J'ai jamais pris ça comme un drame parce que ça a été pour moi une fenêtre ouverte vers autre chose. Et quelque part, ça m'a libéré des camions quand on déménage. C'était beaucoup plus simple à déménager après ça. Alors, j'en ai fait des photos, mais ça m'a posé quand même quelques temps de réflexion, de savoir qu'est-ce que je fais maintenant. Et c'est à partir de là qu'il m'est venu toutes ces idées de réfléchir, en faisant aussi référence à des artistes comme Beuys, comme Wim Delvoye, ou
Marcus Retz, des choses qui ont beaucoup travaillé sur le volume, sur la forme, sur la performance aussi. Donc, Roman Signer, qui avait des explosions, toutes ces choses me sont intervenues. Et à un moment donné, je me suis dit que je voulais travailler sur le point de vue, sans vraiment savoir où j'allais. Et comme j'avais besoin d'un endroit pour quand même signaler cette histoire-là, j'ai loué une aire de repos d'autoroute que j'ai transformée en musée. Et c'était le premier musée dans lequel il n'y avait pas d'œuvre. Et il fallait bien que je donne un nom. Je ne pouvais pas appeler ça aire d'autoroute. Donc c'est là m'est venue l'idée de l'appeler musée. Donc cette cumul de choses a fait que tout à coup on en arrive à un musée du point de vue qui en fait est une structure nomade, qui est une structure qui voyage, qui porte des projets. Et ces projets, donc comme aujourd'hui, il y a des projets qui arrivent en Haïti. Ce que vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure, c'est un peu des clins d'œil de mini points de vue, puisque ce sont des... Vous pouvez trouver là-dessus des textes intéressants sur une revue Internet qui s'appelle TK21, où c'est un philosophe, Jean-Louis Poitvin, qui a beaucoup écrit sur ce travail-là. Et ce texte s'appelle L'attente. Et c'est, si jamais, TK21, numéro 30. Et tout ce travail qui a fait de l'attente, c'est quoi? On est toujours... Quand on se balade en ville, en voyage, il y a des statues, il y a des monuments dans les villes, il y a des choses qui nous indiquent des choses. Et là, ce qui me paraissait intéressant, c'est pas que moi je sois sur l'image, c'est que ce soit une situation complètement inattendue et que ce qui se passe soit complètement inattendu. On ne voit pas quelqu'un en serveur avec une petite table seul à attendre personne. Donc en général, est-ce qu'il attend une fiancée qui n'arrivera jamais? Est-ce qu'il attend quelqu'un? Est-ce qu'il va se passer quelque chose après? On ne sait toujours pas et on ne saura jamais. Ouais. Alors, Sylvana, et je me tourne maintenant vers toi. Le laboratorio arrive en Haïti. Alors, déjà, qu'est-ce que ce laboratorio? Les gens entendent laboratoire, donc on sent qu'il y aura des expériences déjà à l'intérieur. Quel genre d'expérience? Et en quoi ce laboratorio va-t-il constituer une plus-value dans l'offre culturelle en Haïti? Très intéressante comme question. Qu'est-ce qu'elle va apporter comme plus-value? Ça, c'est le public qui va le dire. Alors, ce que je propose, en tous les cas, c'est d'ouvrir le centre, cette structure qui est aussi nomade, qui s'appelle Laboratorio Art Contemporain, à son siège à Cotonou. Et le hasard de la vie me fait venir en Haïti. Donc, je ne connaissais pas les Caraïbes avant. Donc, d'arriver en Haïti, j'ai vu depuis 2 ans énormément de choses qui m'interpellent au niveau visuel. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de manquements. Il y a des espaces qui manquent, il y a des propositions, il y a des curateurs qui manquent, des gens qui sont de l'autre côté pour accompagner les artistes. J'ai vu qu'il y a énormément d'artistes très talentueux. Et donc voilà, je me mets au service des artistes des Caraïbes pour être en lien avec les artistes africains et les artistes suisses, européens. Donc en fait, c'est ce nomadisme-là que je propose. J'ai des programmes qui font des échanges culturels entre les Suisses, les Français, disons les Européens, avec le point focal la Suisse. L'Afrique de l'Ouest essentiellement avec le point focal le Bénin et les Caraïbes avec le point focal Haïti. Donc je fais des rencontres qui sont amenées par la musique, par la danse, le théâtre, la littérature. Donc je fais des mini-caravanes. Cette année, j'ai un programme qui s'appelle La Troisième Voie, qui est quand même un propos un peu désuet. Hein. Ça a été utilisé par beaucoup de monde dans l'histoire de la Troisième Voie. Mais en fin de compte, je propose une troisième voie culturelle, donc une caravane, avec des artistes qui vont aller et revenir chez eux, être invités ailleurs. Donc, je commence par Harold Josué, qui va venir pour la fête du Vaudou au Bénin, qui est le 10 janvier, avec des photographes comme Josué Azor, des journalistes. Ah ben oui. Comme peut-être notre ami à ma droite. Je vais rester athée.
Des musiciens, il y aura James Germain, il y aura James Noël, il y aura beaucoup d'entre vous durant toute l'année qui vont et qui viennent. Il y aura Jean-Guy, voilà, et bien d'autres encore. Et j'espère aussi pouvoir traverser ces mers et ces océans avec aussi des opérateurs culturels, avec de plus en plus de médias, de plus en plus d'intellectuels qui présenteront le meilleur de chacun d'eux, de ce qu'ils sont. En fait, j'essaye d'inviter l'excellence de chaque lieu pour que, et dans la jeunesse et dans des âges plus avancés, pour qu'on puisse intergénérationnel, interculturel, intra, être ensemble pour proposer... comment vous avez votre le slogan, une nouvelle vie? C'est comment votre slogan? C'est le débat est une fête de l'esprit, voilà. Pour l'esprit. Voilà. Ouais. Alors Sylvana, si on comprend bien, le laboratorio va établir une passerelle d'échange, une passerelle de transactions. Oui. Et dans ce triplet où il y aura Haïti, le Bénin et la Suisse. C'est ça. Il y aura des mouvements d'artistes dans ce triangle-là. Des formations pour les techniciens également. Et puis, il y aura des expositions ponctuelles en Haïti, individuelles. J'ai différents formats d'exposition. Donc, il y a un format qui s'appelle l'humeur d'artiste. C'est une humeur partagée entre moi et l'artiste. Et il y a une autre formule qui est pourquoi pas, donc les sujets comme un point de vue partagé à plusieurs. Et donc c'est plutôt des collectifs avec le pourquoi pas. Et le dernier c'est focus. Donc là je propose après le point de vue, le musée du point de vue, je propose d'exposer Pascal Monin qui a des liens évidents qui m'interpelle parce qu'elle est d'origine suisse également, mais elle c'est une artiste hors pair qui commence vraiment à sortir de ses frontières, mais surtout qui fait un travail exceptionnel qu'on ne voit plus assez en ce moment en Haïti. Donc je me propose de lui faire une grande exposition où on montre son œuvre. Alors, les locaux du laboratorio seront à Thomasin 25. C'est un château. C'est une folie, cette maison. Oui, c'est incroyable. J'ai rencontré, grâce à M. James Germain, M. Franz Hippolyte, qui a construit, je ne sais même pas comment le nommer, un château, un temple, une construction insensée. C'est une folie architecturale. Il y a des photos de Thomasin 25. Donc, il l'a baptisé le Carré Zémez. Donc, en référence aux Indiens, référence à toute la culture précolombienne. C'est un monsieur qui a énormément d'idées, qui a énormément de talent également, qui a une vie multiple aussi, qui a il est ébéniste menuisier. Et ce monsieur, depuis 30 ans, construit cet espace. Et aujourd'hui, il est prêt à accueillir des structures culturelles, en tout cas des événements. Et Laboratorio s'invite au Carré Sémez pour faire des expositions et des rencontres, des débats. Peut-être qu'un jour, on vous invitera hors mur. On fera un joli café philo. Hors mur, à Thomasin, à Carré Sémez. Et comme ça, vous serez aussi nomades comme nous. Voilà. Alors, Jean-Daniel, ça fait pas beaucoup de jours depuis que tu es en Haïti. Tu vas partir jeudi. Tu es là en mode repérage. J'ai été avec toi sur la Grande Rue, on a été très regardés. Rue Camon, on a été très regardés. Où on a même été perçus un peu comme des fous. Toi tout en blanc, ta cravate rouge, bouteille de rhum. Pour faire des photos, tu es en mode repérage. Mais dis-nous, comment tu conçois déjà ton musée du point de vue en Haïti? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée? Alors, il y a différentes phases. C'est que d'une part, comme j'expliquais tout à l'heure, que le musée, ce n'est pas un objet absolument physique, que les œuvres d'art non plus. Donc là, il y a un premier travail qui était le travail initial qui va se faire, qui avait été initié par Sylvana, qui m'avait invité d'ailleurs essentiellement pour ce travail-là. C'est un travail qui s'appelle les vernissages d'un point de vue. C'est-à-dire qu'on reste dans le même vocabulaire, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'origine du vernissage, c'est Courbet qui l'avait lancé, cet artiste français,
qui a invité ses amis à l'atelier quand il avait fini son tableau, alors qu'il mettait une couche de vernis sur le tableau fini, sur sa peinture à l'huile terminée. Donc le vernis, c'est comme quand on met une vitre, c'est comme l'encadreur. Donc il invitait ses amis et leur offrait un verre à boire. Il faut savoir qu'il travaillait qu'à la commande, c'était que des tableaux il en faisait très très peu, il passait des années sur la même toile. Et que l'origine du vernissage vient de là, vient de ce moment-là. Après, ça a été récupéré par les galeries où on a appelé ça le moment d'ouverture d'une exposition. Les musées en font pareil. Donc aujourd'hui, quand on voit le mot vernissage glisser quelque part sur un papier, on sait qu'il y a une exposition qui va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on fait dans un vernissage? C'est convivial, on reçoit les gens, on essaye de leur offrir quelque chose à boire, d'être sympathique et puis d'être aussi élogieux que le lieu est censé l'être. Quand on est dans un musée, on aura des nappes en tissu, on aura des serveurs habillés, etc. Et puis pour des expos importantes, c'est aussi une manière de reconnaître et de bien reconnaître l'artiste qui expose ou les œuvres qui sont là. Et le point de vue, c'est justement cette espèce, c'est toutes ces réponses que l'artiste a essayé de traiter. Donc moi, dans ce moment-là, je travaille un peu comme un curateur, c'est-à-dire que là, je suis aussi en train d'être curateur à Cotonou, non à Cotonou, à Port-au-Prince. Oui, ici, on a des presses. Voilà. Il s'est téléporté. Voilà. Donc là, on fait des recherches, on cherche des endroits où, quelque part, il y a un point de vue. Et à partir de là, la question du point de vue est relative de nouveau à celle de la peinture ou à celle du sens. C'est qu'un point de vue, c'est là où il se passe quelque chose, où il s'est passé quelque chose. C'est un territoire qui annonce ou qui donne quelque chose. Donc, à mon sens, cet endroit-là est suffisamment important ou suffisamment fort pour qu'il devienne lui-même sa propre œuvre d'art. Donc, on fait un vernissage, on déplace le protocole. Au lieu de mettre une œuvre dans un musée, c'est le protocole du musée qui se déplace. C'est une sorte de ready-made, en quelque sorte. Ouais. Et les gens se retrouvent dans un endroit inhabituel, mais où il n'y a pas d'autre œuvre d'art que le fait d'être là. Et quelque part, il est donné à chacun, à tout public, d'être lui-même son propre artiste parce qu'il doit, dans sa tête, lui-même peindre ce fameux tableau. Donc le concept regardeur œuvre d'art devient flou. Non, je ne pense pas qu'il devient flou, c'est qu'il y a juste une histoire de transfert. Mais si le regardeur devient lui-même objet esthétique, est-ce que c'est... Non, le regardeur, il devient artiste. Parce que c'est lui qui doit voir l'œuvre d'art. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne deviens plus l'artiste à ce moment-là. Moi, j'étais l'artiste quand j'ai cherché les choses. Mais une fois que la chose est trouvée, je suis de nouveau directeur de musée. Donc, j'étais curateur. J'ai trouvé mon exposition. Comme un directeur de musée trouve des œuvres d'art ou un artiste qu'il aimerait exposer. Et quand j'ai trouvé ça, à partir de ce moment-là, j'organise mon vernissage et le public qui vient là-dedans, c'est lui qui voit ça en œuvre d'art. Donc, comme il le voit en œuvre d'art, il devient lui-même l'auteur de ça. Donc, tout l'ensemble fonctionne de manière homogène. Et ces expériences-là, qui sont des tables les plus petites de 10 mètres, les plus longues que j'ai faites, c'est 250 mètres. Et j'en ai fait 90 dans le monde. Donc ça commence à faire pas mal. Ouais. Et avec toute cette expérience, j'ai constaté que le public est à chaque fois d'une réjouissance énorme. Et à chaque fois, le public a une mémoire très très forte de ce qui s'est passé, parce que cet investissement personnel est des fois plus fort ou plus audacieux qu'un vernissage où on a raté l'exposition parce qu'on a parlé trop longtemps et trop bu au vernissage. Et donc, le Laboratorio a donc eu cette charmante idée de mélanger sa folie et sa ferveur avec celle du musée du point de vue. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement dans cette zone d'intersection entre ce que le Laboratorio a comme idéation et ce que le musée du point de vue a comme idéation? Qu'est-ce qu'il y a dans la zone d'intersection? Pourquoi le Laboratorio fait venir le musée du point de vue? Je pense qu'on l'a dit depuis le début, mais je veux bien le répéter. Hein. C'est bon. Ce qui est important, c'est justement la rencontre entre les artistes d'un autre monde, d'un ailleurs, qui proposent des choses qui sont aussi en marge dans des mouvements artistiques qui sont, malgré tout, depuis les années 60, c'est des mouvements d'art conceptuel qui sont nés par
dans les années 20 par Duchamp, etc., qui a été retourné et détourné. Mais c'est encore des marges, c'est encore des niches. Et par exemple, depuis que je vis, alors je suis vraiment toute nouvelle en Haïti, mais en 25 ans de vie en Afrique de l'Ouest, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de côtoyer des artistes étrangers venant parler de ces arts-là et de présenter des choses qui sont plus complexes, qui sont plus détournées et plus virtuelles également. Et encore une fois, je pense que le fait d'être dans un pays où il y a quand même beaucoup d'intellectuels, où la vivacité d'esprit est là, je trouvais que c'était pertinent d'inviter un artiste comme celui-ci. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ce musée du point de vue. Il ne s'est pas fait dans les pays où j'ai vécu en Afrique, il se fait en Haïti. Je pense aussi que le vocable de tout ça a du sens dans un pays qui, pour finir, a des murs, mais qui se défont, qui a des terres aussi qui bougent. Je trouve que ce virtuel, cet instant qu'on nous offre d'être cette œuvre d'art, de regarder, d'inverser, convient bien à la situation d'aujourd'hui, comme nous la vivons ici. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez Café Philo Haïti, vous êtes sur la télé Caraïbe, nous avons un public charmant et gentil, et nous sommes en train de voir avec Sylvana Moïvirchaud et Jean-Daniel Berclas comment fonctionne le laboratorio et le musée du point de vue. La question journalistique classique de base, Sylvana Moïvirchaud, quand est-ce que le laboratorio va s'ouvrir au public ? Quand les gens devant moi pourront se dire, tiens, tu fais quoi demain soir? Ah, je monte au laboratorio. Alors, là aussi, quelle date? Là aussi, c'est encore un peu plus compliqué. Laboratorio est déjà venu avec des artistes musiciens au festival de jazz l'an passé, en janvier. Donc, j'ai fait venir des musiciens suisses avec les Chors des Alpes et des Béninois avec des percussions et des guitares. Donc, Laboratorio est déjà là. Donc, je reviens avec des choses un petit peu plus conséquentes avec le musée du point de vue à Thomasin 25, donc Carré Sémez, le 26. Le 26. Non, Thomasin 25, le 26 novembre. Où, là, on va faire l'exposition, le vernissage du musée du point de vue. Et début décembre, l'exposition de Pascal Monin. Mais entre-temps et toujours, il y aura toujours des événements qui vont ponctuer les activités de laboratorio. Demain, si je rencontre une aventure artistique, elle sera née peut-être après-demain. Donc je suis intemporelle, virtuelle, virgule même. Ouais. Donc 26 novembre, Jean-Daniel, tu vas donc revenir en Haïti. Et moi, j'ai très envie que tu arrives à dire à mon public ce qu'il aura à voir le 26 novembre. Je ne vous le dirai pas. C'est beaucoup trop tôt. Bon, beaucoup trop tôt. Le 26 novembre, musée du point de vue et laboratorio. Mais Sylvana Moïvirchaud, à côté de tout ça, tu es quand même la femme de l'ambassadeur de Suisse en Haïti. Et je voudrais bien savoir, qu'est-ce que ça crée dans une vie que de voyager autant, que d'être dans la posture de la femme de l'ambassadeur? Qu'est-ce que ça prend dans une vie et qu'est-ce que ça met dans une vie? Alors moi, je suis une sédentaire qui s'adapte. Je me suis tellement adaptée qu'évidemment, j'ai épousé un vrai nomade. Donc, être accompagnant, ce n'est pas évident. C'est plus logique pour le regard des autres d'être femme accompagnante que homme accompagnant. Et l'autre jour, j'ai une anecdote qui était très sympathique. C'est que j'étais à un cocktail avec des ambassadeurs et des maris et des femmes d'ambassadeurs. Et les messieurs se plaignaient en disant que c'était un peu particulier parce que d'être l'époux d'une femme ambassadeur, quand on le nommait, on dit à monsieur l'ambassadeur, mais ça ne va pas puisque c'est madame l'ambassadeur. Donc il y a quelque chose qui commençait un peu à être troublant et troublé. Et je disais, mais bon, moi aussi j'ai le rôle d'accompagnant. Mais le monde est bien fait, hein.
Pour les dames, on a un autre nom. Donc, c'est Madame l'ambassadrice qui accompagne Monsieur l'ambassadeur. Mais Monsieur l'ambassadeur qui accompagne Madame l'ambassadeur, c'est Monsieur l'ambassadeur. Donc, ça ne va pas. Donc, il y avait vraiment beaucoup de confusion. Et j'ai fait une proposition toute simple, c'est qu'on va appeler Messieurs les ambassadrices. Et pourquoi pas? Et ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais on continue à avancer avec ça. Ouais, il faut dire que la pilule n'a pas été très avalée. On s'imagine un gars qui ont dit Monsieur l'ambassadrice. Ce serait très bizarre. Mais Jean-Daniel, tu voyages beaucoup également comme artiste. J'imagine que des individualités féminines peuplent ton univers. Est-ce que tu voyages seul ou accompagné? Ça dépend. Souvent seul, j'aime beaucoup, parce que j'aime aussi rentrer chez moi. Mais souvent seul, mais j'aime beaucoup voyager seul. Mais ça m'arrive de voyager autrement que seul. Mais est-ce que ça ne casse pas le rythme d'une vie conjugale? Toi, tu vis quand même sur un triangle, l'Allemagne, la Suisse et la France. C'est ça, ouais. C'est ça, mais bon, j'ai des enfants un petit peu éparpillés, c'est vrai, j'ai un enfant. Justement, Jean-Daniel, la première question indiscrète, est-ce que tu habites autant de pays que de femmes? Je sais plus où j'habite. Mesdames et messieurs, ça se passe dans Café Philo. Nous sommes toujours dans le laboratorio. Nous sommes toujours dans le musée du point de vue. Mais ça peut toujours partir de tous les sens. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps opérationnaliser la formule Gadon Bonheur. Tu peux dire tellement de choses avec cette formule. Nous allons très bientôt prendre vos questions. J'ai l'impression que là, vous vous dites, il y a un moment où vous devriez intervenir. Ça va se faire tout de suite. Mais j'ai deux dernières questions. Et pour mes invités, par rapport au laboratorio et par rapport au musée du point de vue. Et alors, je sais que Sylvana, tu as un programme d'activité. Oui. Et est-ce que tu peux, en gros, en vrac, courir sur cette programmation et dire à mon public ce qu'il y aura? Mais vraiment, hein, très rapidement, à pieds joints, tu passes dessus. Voilà. Et comme ça, on a une cartographie mentale. Ouais, comme j'ai beaucoup de choses dans la tête, je prends quand même un petit fil rouge. Ah oui. Ah, d'accord. Alors, donc, je démarre avec le musée du point de vue en novembre. En même temps, simultanément, mon assistante, qui est directrice exécutive au Bénin, sera au Nigeria pour la Biennale de la photographie avec un artiste béninois, un photographe béninois que vous connaissez, qui est déjà venu en Haïti, qui s'appelle Ishola Akpo. Ishola Akpo qui va revenir encore. Donc, on est au Nigeria et en Haïti. Après, en novembre, décembre, il y a Pascal Menin et le musée du point de vue. En janvier, on part avec la caravane de Harold Josué avec le vaudou et les danseurs, les ethnos, bon, il y a tout ça. Les prêtres vaudous béninois et les danseurs et l'ethno, etc. revient en Haïti avec des photographes également et des plasticiens béninois. Après, on repart... ça sera février, on va faire une rencontre d'ici et d'ailleurs, oui. J'ai un format qui s'appelle les rencontres d'ici et d'ailleurs. C'est en fait presque tout est mis sur les rencontres d'ici et d'ailleurs. Et là, on va s'inviter avec le cinéma béninois en Haïti. Donc, on va faire des grandes projections de cinéma africain, mais essentiellement d'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, Mali, etc., Burkina Faso. Après, nous allons participer au festival du FESPACO, qui est le festival de cinéma africain un des plus connus. Et là, on va essayer de prendre dans la mallette les cinéastes haïtiens. Après, on part en Suisse tout l'été. Et on part en Suisse, alors là aussi, avec des artistes et des formes différentes d'activités pour présenter au jeune public suisse la richesse culturelle d'Afrique et Caraïbes. En mars, on part avec une caravane aussi avec le Passager des Vents, avec la revue Intranquillité. Et voilà, et j'en oublie certains, mais oui, c'est comme ça. Là, ça nous donne vraiment un grand fil rouge. On sent vers quoi et va ce laboratorio. Et alors, mon cher Jean-Daniel Berclaz, on ne va pas dire Bercla, et qu'est-ce qu'il en est du musée du point de vue? Après Haïti, tu vas où? Juste après Haïti, je serai à Belgrade,
là, j'ai un autre projet qui est en train de se préparer là-bas. Après ça, j'ai un projet à Berlin et j'aurai aussi, avec Sylvana, qui m'enchante beaucoup dans toutes ses propositions et toute son énergie. Elle fait des choses merveilleuses, donc je pense je vais encore pouvoir la suivre une ou deux fois. Jean-Daniel, dis-moi quelle est la dimension de tes dettes esthétiques pour faire ce musée du point de vue. J'imagine que tu as vu d'autres artistes. Quels sont les éléments de ton panthéon qui constituent ton seuil de dette pour faire ce musée du point de vue? Moi, je dirais que le premier artiste qui m'a vraiment impressionné, c'est Magritte. Parce qu'à l'époque, j'étais peintre, j'arrivais à Berlin en voyage, même pour un long voyage, puisque je me suis installé. Et il y avait une grande rétrospective à Berlin de Magritte à die Neue Galerie, qui est un musée, le seul musée d'art contemporain à Berlin. Bon, là, on est en 76, pour vous donner une idée, donc ça date un peu. Mais cet artiste m'a beaucoup impressionné, parce que moi qui étais peintre à l'époque, jeune peintre, je pensais que la peinture, c'était un vrai savoir-faire. C'est-à-dire que je m'appliquais énormément pour essayer d'arriver à faire des tableaux que je voulais reconnaître comme bien peints, voire extrêmement bien peints. Et quand j'ai vu ce travail-là, j'étais d'abord un peu fâché parce que je me disais, mais il peint très mal cet homme-là. C'est très mal peint, ces tableaux. Mais le contenu était tellement fort que ça m'a renversé l'esprit. Et à partir de là, j'ai compris que, en fait, cette peinture qu'il faisait, c'était de la poésie et que ce n'était pas de la peinture, c'était de la poésie transcrite en peinture. Donc c'est la première question qui m'est arrivée pour me poser la question sur la valeur des choses par rapport aux matériaux et l'art. Sinon, après, il y a des gens comme Joseph Beuys, qui a été très important pour moi aussi, parce que ça a été la transition même entre l'acte, l'objet et l'art. Et lui aussi, des origines extraordinaires. C'était un pilote de l'armée allemande qui a échoué en Mongolie et qui est devenu, après cette aventure militaire, artiste. Et en trimballant tout le bagage qu'il a eu de cette histoire de guerre qu'il a traversée en tant que militaire. Donc c'est aussi des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, les questions que je me pose, c'est que finalement, tout est art. La planète est une œuvre d'art. On est ici, moi je suis ici, chez vous, je suis emprunté parce que les points de vue, il y en a tous les 2 mètres. Donc comment je fais pour m'arrêter sur un seul point de vue? Donc on est obligé c'est un peu l'expérience qu'on faisait ensemble l'autre jour, ou ce que vous avez pu voir sur ces diaporamas tout à l'heure, que j'appelle celui-là, je l'ai appelé pique-nique parce que c'est une espèce de transfert, c'est justement de trouver des espèces d'endroits insolites, et des endroits insolites, il y en a partout, mais d'aller juste se positionner là et faire une photo quelque part comme un touriste il fait. Il arrive quelque part, il fait des photos, il voudrait tout photographier parce que tout est neuf. Donc là, l'histoire du tout photographié parce que tout est neuf, c'est d'y mettre quelque chose d'autre à l'intérieur de la photo, qui est justement ce personnage qui décale complètement. Ouais. C'est quelque part, c'est le japonais qui demande aux touristes de le photographier sur le site. En gros, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu une autre expérience que je vis ici en tant que premier arrivant. Et après 3 jours, on a déjà fait passablement de photos de cet ordre-là et qui seront exposées aussi ici à un moment donné. Merci Sylvana Moïvirchaud, merci Jean-Daniel Berklaz. Mais qu'est-ce que vous faites bien de regarder Café Philo? Le temps d'une petite pause musicale, je pars de Marc Eymond. Depuis le temps que je viens à Café Philo, j'ai fini par comprendre quelque chose. J'ai devant moi constamment et continuellement un public extrêmement intelligent. Il n'est pas facile de faire de l'intelligence une brièveté. Il n'est pas facile d'être brillant en peu de mots. Et vous allez avoir la démonstration. Nous sommes à la série des questions. J'appelle Isaac Noël pour la première question. Et vous allez voir, bref, concis, direct. Bonsoir à tout le monde. Et je dis bonsoir aux intervenants et aux modérateurs, mon cher ami. Mais ma question, c'est que, avec le laboratoire, est-ce que vous partez du vulgaire pour arriver à la préciosité? Et ma deuxième question, alors une deuxième tranche de la première question, c'est que vous avez parlé du laboratoire. Alors, quel est son objectif et qu'est-ce que vous attendez comme finalité?
quelle est la finalité du laboratorio. La première question, c'était, le laboratorio, est-ce que vous partez du vulgaire pour arriver à la préciosité? J'appelle maintenant Jean-Henri Robert. Je dis bonsoir à tous et je salue spécialement Madame femme de l'ambassadeur Virchaud. Ah ben voilà. Oui, elle est ça c'est dit. Je crois qu'elle est aussi impressionnante que son mari. Et puis je salue également Monsieur Jean-Daniel qui est venu du pays du chocolat pour venir recevoir un café chaud et un cola chaud en Haïti. Alors, moi, je voudrais savoir s'il n'y a pas, à travers ce que vous faites là, ce que vous proposez là, un mouvement révolutionnaire qui est initié où vous cassez, en fait, vous sapez, en fait, le cliché où au musée, c'est le point de vue d'expert qui est pris en compte. Est-ce que là, le public est à la fois un expert de son point de vue, aussi bien que l'artiste? Je voudrais savoir si c'est cette révolution culturelle, artistique que vous proposez à travers ce mouvement-là. Deuxièmement, de par la catastrophe que vous avez vécue au niveau de l'incendie de votre atelier, il y a des artistes qui auraient pu s'arrêter, cesser de produire. Ça vous a inspiré un autre réflexe, à savoir vous cessez de vous déplacer pour aller vers le public, vous invitez le public à venir vers vous. Donc, à travers votre position d'artiste figé devant une table, est-ce qu'à travers ce comportement, il y a du parménide dans l'Héraclite, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement à travers cette stabilité? Merci. Merci Jean-Henri Robert. Nous passons la parole maintenant à Loubin Léontès. Donc, mes salutations à tout le monde. Déjà, je vous pardonne parce que ce que vous dites est vrai. Donc, ma question s'adresse exactement à Madame l'ambassadrice, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce qui vous fascine à tel point dans le vaudou? Vous avez dit que vous avez été au Bénin, maintenant vous êtes en Haïti, et vous êtes en train de faire ce qu'il est convenu d'appeler une promotion pour l'interpénétration culturelle. Qu'est-ce que la Suisse, qu'est-ce que Haïti a bénéficié de cette interpénétration? Et, encore une fois, qu'est-ce qui vous fascine à tel point dans le vaudou? Maintenant, la place aux réponses. Alors, moi, la première réponse que je pourrais avoir à la première question, c'est-à-dire qui me vexe un peu, parce que je suis le premier artiste intervenant et on parle de vulgaire. Donc, moi, je préfère la fin, donc je reviendrai aussi pour le finissage, que c'est la préciosité. Et pour revenir, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais en fait, ça, c'est pas à moi à répondre, je réponds juste là-dessus parce que, comme je suis le premier intervenant, j'ai le droit de me la poser. Pour la question de l'incendie, effectivement, on pourrait croire qu'un incendie est destructeur. Il est destructeur. Comme ce qui arrive dans votre pays, comme toutes les catastrophes, elles sont toujours destructrices. Mais toute destruction n'est pas forcément positive, mais elle amène à la réflexion, elle amène à autre chose. Elle nous permet de repartir ou de reconduire autre chose autrement. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cet incendie a été dans un premier temps un vrai choc. Et je me rappelle toujours, je rentrais de New York, j'avais 3 ateliers, un assistant à l'époque, quand cet incendie est arrivé. Et j'avais une expo à New York. Et je rentre à New York, le matin, ma femme me dit qu'elle était enceinte. J'arrivais de New York. Et le soir, on me téléphone pour me dire que mon atelier... Et c'était à Paris, j'habitais Paris à ce moment-là. Et le soir, je reçois un téléphone pour me dire que mon atelier en Suisse était en train de brûler. Donc je me suis dit, d'un côté, la vie repart, ou elle part carrément, et de l'autre côté, elle se détruit. Qu'est-ce que je fais? Donc je suis parti sur place. J'ai dit, est-ce qu'il faut que je vienne? Elle me dit, comme ça ne sert à rien, il n'y a plus rien. J'ai quand même été voir, parce que je voulais voir un peu ce qui se passait. Donc je suis allé sur place. Et après tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. C'est-à-dire comment faire le deuil de toutes ces choses qui disparaissent, comment faire le deuil de l'histoire. Et en fait, là, j'ai compris. La chance, c'est que je vendais beaucoup d'œuvres à l'époque. Donc toutes celles qui étaient vendues n'étaient pas à l'atelier. Donc ça, c'est au moins le continuer à vivre.
Et d'un autre côté, faire le deuil, c'est aussi se faire face à soi-même, c'est-à-dire essayer de se comprendre. Pourquoi être aussi, ce que je disais tout à l'heure, quand un comédien, un chanteur ou un décorateur de théâtre, son œuvre, elle disparaît. Une fois qu'il l'a faite, elle a disparu. Et nous, en tant que plasticiens, on est attachés, on est des matérialistes attachés. Donc il fallait réfléchir à trouver autre chose. Et il m'a semblé important que cette réflexion aboutisse vers quelque chose. Et ce quelque chose est devenu justement ce musée du point de vue, c'est-à-dire avec une sorte d'absence physique d'œuvres d'art. Et aussi, comme la question était posée, c'est ce rapport de différence où, quand j'étais artiste plasticien, on me regardait comme... on a toujours l'impression que les artistes, on leur met une femme, une bouteille de whisky dans une chambre d'hôtel et ils vont faire des œuvres magnifiques. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Et là, ce problème inversé aussi, c'est qu'on n'est plus cet étrange personnage dans les vernissages qu'on regarde de travers parce qu'on dit celui-là, qu'est-ce qu'il est fou ou qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire qu'on inverse la situation où le public, on l'amène avec soi, on le fait participer et il devient complètement intégrante aux choses. Et tout cet ensemble-là devient une œuvre d'art et moi, ça me donne beaucoup de chance parce que j'ai l'impression que du coup, l'art devient peut-être plus noble et surtout moins prétentieux. Oui. Madame Virchaud. Oui. Alors, bon, moi j'aime bien, dans le spontané rapide, répondre l'un après l'autre directement. Donc, je vais essayer de reprendre sur la première question. Donc, de la vulgarisation à la préciosité, il faut des passeurs. Moi, je pense que Laboratorio est dans une position de passeur de savoir. C'est-à-dire qu'il y a des ponts pour rencontrer une société qui n'a pas forcément d'attirance particulière à la culture ou à l'art et qu'on peut les amener en amenant l'art dans la rue, en l'amenant dans des positions cultuelles, et ça je parlerai, après je répondrai au monsieur par rapport au vaudou. Et je pense qu'il faut les bases d'une connaissance, d'une culture pour la présenter à l'autre culture. Et il y a des vecteurs pour ça. Et il y a des vecteurs cultuels. Et c'est pour ça que vous avez un point commun d'une essence, d'une histoire avec le vaudou. Je n'ai aucune fascination pour le vaudou, ni pour le christianisme, ni pour quoi que ce soit des religions ou des lieux de culte. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire et d'où on est venu. Donc, on est empreint d'une histoire culturelle. Hein, c'est notre culture. Je suis née en Italie du Sud, je suis donc de culture chrétienne catholique. Après, ce que j'en fais et qu'est-ce que je raconte avec ça, ça sera toujours par ce prisme-là, peu importe ma croyance. Donc, je n'ai aucune fascination par rapport à ça, et ça, c'est très important que je le dise. Je suis vraiment dans le monde de la culture et de l'art et de l'échange pour l'humanité, et je suis quelqu'un d'humaniste. Et si je dois donner un terme à ma position, je serais plutôt agnostique que quoi que ce soit d'autre. Donc, bienvenue à tous. Et chacun doit garder sa croyance pour soi. Donc ça, c'est la question, etc. La finalité de Laboratorio, il n'y a pas de finalité. Il n'y a que des avancées et des chemins. Donc, faisons des chemins ensemble et voyons quand on s'arrête et que le chemin part à gauche ou à droite. Et quand je devrais encore quitter votre pays, je ne quitte jamais vraiment un pays. Je n'ai jamais quitté le premier pays du Burkina. J'y retourne toujours et j'ai toujours des activités là-bas. Je n'ai jamais quitté le Mali. Je n'ai jamais quitté le Bénin. Et je compte encore moins quitter le Haïti. Voilà. Merci. Merci Sylvana, merci Jean-Daniel. Deuxième série de questions. J'appelle à la barre Fritz Eriol Missial. Je dis bonsoir à tout le monde, notamment aux intervenants. Et sachez que je vous remercie de la finalité pédagogique de votre intervention. J'ai une toute petite question pour vous, mais vraiment bien simple. Dans la foulée de votre Weltanschauung esthétique, quelle place assignez-vous à la pratique des beaux-arts dans le processus de développement cognitif et affectif de l'être humain dit contemporain? Merci Jean Eriol Missial. J'espère que mes invités ont saisi la matière grise de tout ça. Et j'appelle un nom particulier et très beau, Saint-Amour Fritzman. Ma question à vous
Et c'est quoi le laboratorio? Et pas quel concept philosophique on peut faire venir aussi intégrer dans la littérature haïtienne, au sein de la culture haïtienne précisément, et quelle serait sa portée dans la littérature haïtienne actuelle précisément. Merci, c'est à mon Foutsman. J'appelle un très bon ami, Paulson Pierre-Philippe, qu'on appelle affectueusement PPP. Bonsoir, merci. Je remercie les intervenants. Ma question serait la suivante. Si je comprends bien, le laboratorio s'inscrit dans une sorte de promotion de l'art contemporain en général. Et moi, j'aimerais savoir quelle serait la place que vous accorderiez aux arts qui ont rapport à l'audiovisuel, au 7e art et leur corollaire dans cette histoire de laboratorio. Et si oui, quelle est la démarche pour proposer, quelle est l'offre qui vous permet de proposer le 7e art comme art contemporain au public et aux gens auxquels vous voulez adresser toute cette offre-là. Merci. Merci Paulson, Pierre-Philippe. Alors, le temps des réponses. Moi, je vais déjà répondre sur la première question parce qu'il me semble que c'est de mon ressort, la question des beaux-arts. Et la question des beaux-arts ne me pose, moi, aucun problème. Au contraire, les beaux-arts, c'est comme un laboratorio. C'est un endroit où on se retrouve. Et c'est un endroit où on partage. Et en fait, l'art, ce n'est qu'une histoire de partage et d'endroit où on se retrouve. Dans les beaux-arts, on apprend quoi? On apprend... Moi, je suis souvent intervenant dans les beaux-arts, même des fois jury pour les diplômes, ou etc. Et je m'aperçois un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, je ne sais pas chez vous, mais dans les beaux-arts, aujourd'hui, les étudiants, ils n'ont pas du tout une pratique comme celle que moi j'ai eue, c'est-à-dire avec un pinceau, un ciseau à bois et un tailleur de pierre, ou tout ce travail, même des moyens plus graphiques, comme la gravure, la lithographie, etc., qui étaient, moi, mes moments de détente quand j'étais aux Beaux-Arts, parce que j'adorais me détendre, me défouler avec ces techniques-là. Et aujourd'hui, les Beaux-Arts, c'est une question qui est devenue, comme l'art d'aujourd'hui, c'est une question mentale de réflexion, ce qu'on ne faisait pas à l'époque. À l'époque, on ne réfléchissait pas beaucoup. Je ne veux pas dire qu'on ne réfléchissait pas, mais je veux dire, la réflexion prenait un autre rapport. Elle était ramenée aussi à la question du faire, c'est-à-dire qu'on réfléchissait en faisant. Et aujourd'hui, on réfléchit en regardant et en se posant des questions autres qui sont aussi des questions de la vie. Lesquelles a raison, je ne sais pas. La seule chose c'est que l'art est un échange, et aux Beaux-Arts, c'est là où il y a le noyau de cet échange. Et ça, je trouve que c'est très important. Pour compléter, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours les mêmes positions. C'est un artiste, je suis une curatrice. Il est curateur, je suis artiste. En fait, on confond tous les genres. Mais ce qui est important, c'est qu'on a une vraie différence dans l'évolution des beaux-arts et de l'art en Occident et dans les autres continents et les autres civilisations. Nous avons fragmenté. Je vous avais dit tout à l'heure, on a des mouvements artistiques très précis. On a, entre l'artisan et l'artiste, des barrières vraiment insurmontables. Alors que, encore une fois, je ne connais pas encore bien votre pays, mais d'où je viens, ou d'où j'ai passé ces 25 ans, il n'y a pas toutes ces barrières. En fait, tout le monde se transmet, passe un savoir-faire, un savoir de penser, une philosophie de vie. En fait, tout ça est décloisonné. Encore ce terme, décloisonné. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer l'ailleurs et de rencontrer l'autre, qui me permet d'être moins sûre sur ce cloisonnement et sur cette non-fascination. Encore, je reviens, parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand on parle de culture et d'art, c'est très important de rester la tête froide, les deux pieds sur le sol, la tête dans les nuages. Mais il faut rester entre nous humains. C'est très important. Donc les Beaux-Arts, on a rajouté. Après, c'était sur le 7e art, je crois. Monsieur, vous aviez parlé. Donc il y a un festival de films. En fait, il n'y a plus de festival, pardon. Depuis des années, je ne fais plus de festival, je ne fais que des rencontres. Et les rencontres d'ici et d'ailleurs sur le thème du 7e art. Et comme je vous le disais, je pense que c'est en février, je viens avec une équipe
et des films sous le bras, nigérians, béninois, burkinabés, etc., en tout cas d'Afrique noire. Vous présentez des films contemporains avec des grandes personnalités du cinéma, des philosophes. J'ai une grande surprise. Si la personne pourra venir, je pense que vous vous souviendrez que je suis passée en Haïti. Après, en toute modestie. Donc le 7e art sera présent et vraiment, tous les programmes de laboratoriaux sont sur 3 ans. Donc c'est des allers-retours sur 3 ans. Donc une première fois en Haïti, on retourne en Europe ou en Afrique et sur des allers-retours sur 3 ans. Donc, pour qu'on puisse prendre la quintessence et les meilleurs de ces rencontres-là. Parce que la première rencontre, c'est des présentations. La deuxième rencontre, c'est un échange. Et la troisième, c'est le fruit de tout ça. Donc, le chiffre 3 est très important pour moi. Alors, merci Sylvana Moy-Virchaud, merci Jean-Daniel Berclaz. Nous sommes sur la pente, nous sommes carrément à la fin de ce Café Philo. Et Sylvana, Jean-Daniel, je viens à peine d'allumer mon poste de télévision, je tombe sur Café Philo, j'ai tout raté. J'ai besoin de savoir en 30 secondes de quoi ça parlait, Sylvana. Ça parlait de la vie. Berclaz, je suis encore devant ma chaîne de télévision, j'arrive à peine, je reviens du boulot ou des cours, et je vois un monsieur avec chemise rouge et les cheveux dans un style pas possible, et j'ai besoin de savoir en 30 secondes de quoi ça parlait. D'un grand voyage. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Café Philo. Merci d'être dans cette énergie. Merci encore à Madame l'ambassadrice Sylvana Moy-Virchaud. Merci encore à l'artiste Jean-Daniel Berclaz. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Le débat est une fête pour l'esprit. Restez dans le bonheur. Nous c'est seul père descendre en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais la toute butin brûlée, faut non fin calculer, faut yo apprendre baiser. Qui bon ça est mauvais, mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a présente. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'amour qu'a monté mon. Pour ça qui près, pour ça qui loin. En sa tête qu'a chargé.